Notre invité est déjà installé, c'est Monsieur Nordine Lohel, journaliste, écrivain de 2 ouvrages qui ont pour titre Chronique algéroise, La Casbah paru aux éditions ANEP, ainsi que le tout dernier, Sauvant nos salles de cinéma. Monsieur Nordine Lohel, merci de venir pour ce 2e numéro. C'est toujours un moment agréable de retrouver l'antenne, non? Vous aimez ça, je trouve. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est vous-même qui avez voulu choisir cette chanson parce que d'abord vous êtes natif de cette citadelle. Mais dans les chroniques algéroises La Casbah, vous racontez, vous revenez sur ce quartier ou cette citadelle mythique. Mais vous, par exemple, les lieux de La Casbah qui vous parlent le plus? L'écriture de chroniques algéroises La Casbah, c'est comme mon journal au jour le jour. C'est un journal intime d'une enfance passée dans la séculaire Médina d'Alger. La Casbah, elle appartient à tous les Algériens. C'est un patrimoine classé par l'UNESCO comme étant une richesse bien sûr, 23 février de l'année 1992. Ça a été fait à Santa Fe. Oui, à Santa Fe, tout à fait. Pour dire. Alors, je rappelle, chers auditeurs, que M. Nordine Lohel, il est né à la Haute-Casbah, il est diplômé des métiers du bâtiment, il a exercé en qualité de chargé d'études dans une entreprise publique du secteur de l'hydraulique. Il a collaboré pendant des années dans la presse en écrivant des articles sur Alger avec un pseudo. Je veux dire, vous avez utilisé le nom de Nazim Djbahi. Parce que ça nous amène à parler de votre quartier où vous êtes né, Bir Djbah. Alors, juste un peu pour situer ceux qui ne connaissent pas très bien Casbah, ça se trouve où, Bir Djbah? Le quartier de Bir Djbah se trouve dans la Haute-Casbah. Oui, ça veut dire qu'il y a Bab Jdid. C'est-à-dire dès qu'on est à Bab Jdid, l'une des portes de la Casbah, on n'a qu'à descendre les escaliers de la rue de Chameau pour se retrouver dans le mythique quartier de Bir Djbah. Pourquoi mythique? Si la Casbah devait avoir une capitale, Bir Djbah aurait été son chef-lieu de wilaya. Bir Djbah charrie énormément de légendes. Bir Djbah, elle est connue par sa fontaine. Par sa fontaine qui est devenue, au fil du temps, la fontaine des Fidaïyin. Et Bir Djbah, ça veut dire on descend les escaliers, M. Lohel. On descend les escaliers au niveau de l'hôpital Aïtédé, on prend... Non, pas au niveau de un peu plus bas, à l'embouchure de la villa du Centenaire, qui est aujourd'hui la villa du Millénaire de l'architecte Henri Claraut. Il y a des escaliers devant la petite échoppe de Si Mahmoud, que tout le monde connaît là, à la Casbah. Et dès qu'on descend les escaliers de la rue de Chameau, on est sur l'esplanade de Bir Djbah. Cette esplanade se compose d'une fontaine qui a fait les beaux jours des jeunes filles du quartier, parce que c'est là-bas qu'elles allaient remplir leur seau d'eau et en même temps se tenir au courant de l'actualité du quartier, évidemment. Voilà. C'est ce qu'on appelle communément les potins du quartier. Il y a une épicerie, il y a aussi la boulangerie de Seyhia qui était aussi une cache à l'époque de la zone historique autonome d'Alger. Et attention, il y a aussi un Weli. Il y a aussi Dar Sidi Ammar. Dar Sidi Ammar, c'est une zaouia. C'est une zaouia qui est limitrophe avec la maison de la tante de Mohamed Diftisen. Et c'est là-bas où a été tourné le film. Le film les enfants du soleil, Mimiche le solitaire. Mimiche le solitaire, c'est un peu l'histoire de Mohamed Diftisen. Et juste à côté de cette maison, je suis né. Au 4 impasse du Palmier à Tehtsour, c'est-à-dire sous le rempart, à Bir Djbah. Et Bir Djbah aussi est connu pour, je disais qu'il est connu pour sa fontaine, et qui est devenue ensuite la fontaine des Fidaïyin. C'est là où on a rendu hommage à Ahmida, Mouhqa Baïli, il y avait un jeune homme de 17 ans, Touati Saïd, enfin Rahal Boualam. C'était le plus jeune des condamnés à mort à l'époque de la Révolution. Et ils avaient leur cache de temps à autre dans la maison de ma grand-mère Keltouma.
Thomas dont vous parlez dans votre livre. Hein. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ma grand-mère Kil Thomas, Chronique algéroise, on n'aurait jamais vu le jour. Donc c'est à partir de là que Chronique algéroise, la Casbah est venue. C'est la grand-mère qui vous a donné envie. C'est la grand-mère. Donc une personne qui vous a donné envie de parler d'un lieu. Je me devais de raconter aux générations montantes ce qu'était la Casbah. Bon, je n'avais pas cette prétention de conter l'histoire de la Casbah, mais j'ai partagé mes souvenirs d'enfance. Et c'est des souvenirs d'enfance, j'en suis sûr, qui sont similaires à tous ceux qui ont habité la Casbah. On connaît d'autres personnes qui ont connu ou nous sont nés à Bir Djebbah, Monsieur Louhel? Ah oui. Juste à côté de Bir Djebbah, il y a un lieu dit. Un lieu dit où il y avait un saint. C'est des Chaïb. C'est des Chaïb qui est connu. C'est ce qu'on appelle Dar al-Karma. Cette maison, aujourd'hui, devait être classée monument national aussi. Il y avait une Qubba de Sidi Chaïb. Et il y avait une Karma. Et dans cette maison est né Bachir Hadjali. D'accord, le grand poète. C'est dans cette maison qu'est né le cousin maternel à ma mère, Bachir Hadjali. Khiyarnes, un grand poète. Hein. Un grand poète, voilà. Il y a aussi... Et c'est de là qu'il a écrit sur les terrasses d'antan, de la Casbah. D'accord, sur les terrasses d'antan. Donc, c'est Bir Djebbah. Bachir Hadjali parle de Bir Djebbah et il parle aussi de Sidi Chaïb. Il y a aussi l'Anqa qui parle dans Saqsida Subhanallah Yaltif de Bir Djebbah. L'Anqa, il a chanté Subhanallah Yaltif dans la qasida dans laquelle Mustafa Toumi, Allah yarhamou, que nous avons perdu récemment, a immortalisé la fontaine de Bir Djebbah. Fi Bir Djebbah nahlef. Fi Bir Djebbah nahlef, c'est ce qu'il disait. Et ce n'est pas un hasard, parce que Mustafa Toumi n'est pas étranger à Bir Djebbah. Oui, il est un peu plus haut. Parce que juste sur les hauteurs, il y a un lieu-dit aussi. On va parler de lieu-dit, parce que la Casbah, c'est un ensemble d'îlots d'habitation urbaine. Il y a un lieu que l'on appelle Houanet Ghariba, les magasins de l'étranger. Les magasins de l'étranger. Et il se trouve que dans cet îlot, Mustafa Toumi, il avait sa tante. Il avait sa tante qui était la sœur de Douja. De Douja, qui est aussi une amie intime à ma grand-mère. Akil Thomas, votre grand-mère. Exactement. Mais quand on parle de Bir Djebbah, il n'y a pas forcément, on pense forcément au Bir, non? Il y avait un puits ou pas? Bir Djebbah, ce n'était pas relatif à l'eau. C'était relatif à la production du miel. Bir Djebbah veut dire le puits de l'apiculture. Le puits de l'apiculteur, de l'Amin Djebbah. L'Amin Djebbah, c'était à l'époque ottomane, il était Qaïd al-Ayoun. Il était le Amin de l'eau. C'est-à-dire qu'il était le chef de la corporation. En même temps qu'il supervisait la corporation des producteurs de miel, et en même temps, il gérait l'eau de la cité. Cette eau qui venait des Sab'a Abar. Sab'a Abar, les 7 sources, qui est devenue au lendemain de la conquête d'Alger, El Biyar. C'est comme ça qu'on est passé du langage ottoman à la langue française. Sab'a Abar, les 7 sources, El Biyar. Et le système, à l'époque, il était ingénieux. Hein. Oui, je pense qu'il était beaucoup plus intelligent. Il était ingénieux. Et j'ai lu dans un livre de mon confrère Al-Arbi Ishbouden qu'à l'époque, la gestion de l'eau, elle était beaucoup plus rationnelle et judicieuse que de nos jours. Bon, vous allez me dire qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de monde, qu'il n'y avait pas autant mais quand même, on ne gaspillait pas l'eau. Et j'ai trouvé des écrits, des anciens récits, où tous ceux qui intentaient à la bonne marche de la gestion de l'eau étaient sévèrement sanctionnés. Bah oui, voilà, c'est intelligent parce qu'on sait que l'eau c'est précieux, hein, monsieur. Et dommage, au lendemain de la conquête d'Alger par le corps expéditionnaire de l'armée d'Afrique qu'avait conduit l'infâme maréchal de Bourmont, leur charrette avait cassé toutes les conduites. Alors, pour un peu avancer dans notre émission, un auteur à lieu, monsieur Nourdine Louhel, je rappelle que vous êtes journaliste écrivain. La citadelle, donc, vous a vu naître, plus précisément à Bir Djebbah. Vous nous avez un petit peu expliqué ce lieu, ce que veut dire pour vous. Mais il y a d'autres lieux qui vous parlent dans la Casbah. J'imagine pas que dans votre quartier Bir Djebbah. Pour vous, elle représente beaucoup de choses, cette cité. Dès que l'on quitte les limites de Bir Djebbah, on se retrouve à Sidi Mohamed Cherif. Oui. C'est l'esplanade de Fromentin. On disait que Fromentin venait y faire ses toiles. C'est vrai. Ça, c'est M. Mohamed Ben Mendour qui m'a communiqué l'information. Parce qu'il y avait une vue
La toile est célèbre de nos jours avec la mosquée de Sidi Mohamed Cherif. Pour l'information, Sidi Mohamed Cherif, c'était un saint, c'était un marabout que les femmes désireuses de connaître la joie de la maternité venaient consulter, venaient, voilà. Lui rendre visite. On disait de lui que c'était un bel homme et il a fait de sa mosquée Sidi Mohamed Cherif un lieu de sadaqa. Un lieu de charité. C'est de là-bas que partaient toutes les offrandes aux familles nécessiteuses. D'accord. Et Jama' Sidi Ramadan, il est un peu plus haut. Est-ce que c'est aussi un lieu qui... Bon, il y a aussi Jama' Sidi Ramadan, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le mythique Jama' Safir. Jama' Safir, dont on dit qu'il a été construit. Il a été construit par un visiteur qui a passé une nuit dans la citadelle d'Alger. Et Jama' Safir, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'on pouvait y aboutir à partir de Bir Djebbah pour se retrouver dans les dédales de Ziniqat de la mosquée de Jama' Safir. Oui. Voilà. On a l'impression que c'est un labyrinthe, cette Kasbah, mais finalement, c'est un labyrinthe. Je veux dire, les chemins peuvent nous mener... De toutes les façons... On ne se perd pas à la Kasbah. On ne se perd pas. Ou vous avez deux alternatives. Oui. Ou vous descendez, ou vous montez. Oui. Où vous descendez, où vous montez, vous allez vous retrouver dans la Qaria, dans la campagne, la campagne d'El-Qattar. La campagne d'El-Qattar, c'est-à-dire... Comme la prison de Serkadji. Comme Serkadji, ou bien je préfère plutôt parler de Jama' al-Barrani, la mosquée de l'étranger. Là, vous êtes dans la campagne. Maintenant, si vous descendez, vous allez vous retrouver à Zoujayoun, dans la basse Kasbah, là où les souverains d'Alger avaient leur palais. Leur palais. Et de là, vous avez la mer. Et vous avez, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, monsieur Lohal, descendre, c'est vraiment agréable. Moi, c'est ce que j'adore faire, parce que et vous descendez, vous avez toute la baie d'Alger, on voit jusqu'à Saint-Eugène, toute cette vue, et c'est vrai que la descente est superbe dans les quartiers de la Kasbah. L'importance qu'avaient les mosquées en se trouvant dans vraiment au centre de la ville, c'était le cachet, donc elle se noyait dans la construction. Une petite mosquée, on pouvait la traverser sans se rendre compte, elle n'était pas immense, mais elle avait son impact. Et à la Kasbah, vous me disiez, il y avait à peu près 150 mosquées. À la Kasbah, comme le disait si bien Mohamed Hilmi dans une émission, on ne connaît d'Alger que la Kasbah. À la Kasbah, il y avait, d'après les anciens récits, 150 mosquées que le génie militaire conduit par Stéphane Gzel a détruit au pic démolisseur. Et elle avait les pieds dans l'eau. Elle avait les pieds dans l'eau. Les boulevards que l'on fréquente de nos jours, c'était des douirettes et des palais qui ont été détruits par l'occupant colonial. Il y avait plus de 5000 douirettes qui ont été détruites au pic du génie militaire français. Bon, à la Kasbah, aujourd'hui, les mosquées les plus fréquentées, c'est, je vous le disais, c'est Jama' Sidi Ramadan. Oui. Alors qui est aussi, pour un peu parler de son architecture, d'une grande discrétion, petite, sobre. Oui, et l'âge, il est vieux. Hein. Je veux dire, il fait partie des plus vieux. Sidi Ramadan, c'était une porte à la Kasbah. Contrairement à ce que les gens disaient, ce n'était pas Bab Jdid qui était une porte de la Kasbah, mais c'était Sidi Ramadan. Par le bas, c'était la porte de l'Allahoum, au niveau de Sidi Abdelrahman. Ça veut dire en descendant, si on vient des hauteurs. Alors vous avez Jama' al-Barrani, vous avez dit, qu'on appelle actuellement, comment maintenant? J'ai été photographier l'inscription de Jama' al-Barrani. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les portes se fermaient. Oui, bien sûr. Et donc, ils n'avaient pas le droit d'aller prier dedans. Et ceux qui priaient à Jama' al-Barrani, c'était les invités de la citadelle d'Alger. Ils allaient là-bas et ils faisaient leurs prières et on leur donnait à manger. Ils n'étaient pas livrés à leur sort. Oui. Au contraire, ils étaient pris en charge par les gens de la Kasbah. Mais il n'était pas permis qu'ils rentrent. Hein. Il n'était pas permis qu'ils rentrent à la citadelle. Pourquoi ? Parce qu'à la Kasbah, il n'y avait pas de structure d'accueil, il n'y avait pas de structure d'hébergement. Il n'y avait pas de lieu d'hébergement. Il y avait les tabakhin, mais il n'y avait pas où dormir. Donc, les gens qui venaient en visite à la Kasbah s'arrêtaient à Jama' al-Barrani. Il y avait les bains morts. On dormait dans les bains morts. Enfin, on continue d'ailleurs à dormir encore. On continue, mais quand on dit Barrani, cela ne souffre d'aucune xénophobie. Barrani, cela veut dire qu'il n'habite pas la Kasbah, qu'il est venu de l'intérieur du pays. Donc, il priait dans cette mosquée. Cet intérieur du pays, il pouvait
devait être, par exemple, aux environs de Nas el-Fahs. Parce que Ayushandé, Bouzarri'a, El Biyar, vous avez remarqué, il y a des maisons ensemencées aux alentours d'Alger. C'est ce qu'on appelle les habitations de Nas el-Fahs. Mais si on revient aux mosquées... Donc, le Barani, après Sidi Ramadan. Le Barani, Sidi Ramadan. On descend un peu plus bas. On descend un peu plus bas. Jama' Safir, Jama' Sidi Mohamed Cherif, Jama' Ali Bachin, Jama' Ktchawa. Jama' Ktchawa. Voilà. Jama' Ktchawa qui a été reconquis, en 1962. Il y a un poème écrit par notre Moufdi Zakaria national qui est collé de part et d'autre des entrées de Jama' Ktchawa. On trouve 25 marches. Pour monter, pour accéder, il y a 25 marches. Il y a 25 marches, je les ai comptées. Dans votre... C'est bizarre, pourquoi 25 marches précisément dans l'architecture? Et la photo du poème que vous avez là, il a été écrit à l'occasion de la célébration de la première prière de l'Algérie indépendante. Et le poème avait pour titre « Si Ktchawa m'était compté ». Si Ktchawa m'était compté. La mosquée Ktchawa était fréquentée. La mosquée Ktchawa était fréquentée aussi bien par les visiteurs de passage que par les gens de la Kasbah. C'est-à-dire qu'elle se trouvait dans un endroit où visiteurs et autochtones pouvaient se croiser. Vous avez vu l'effet qu'a cette mosquée elle reste toujours très présente, même si on voit que l'état des lieux un petit peu... Ktchawa, elle est vraiment imposante, cette architecture Ktchawa, est très imposante par rapport aux autres mosquées. Ktchawa, c'était la prairie. Ketch, c'est la prairie. Oui. Ketch, c'était la prairie. Awa, c'était la chèvre. C'était l'endroit où les chèvres venaient brouter l'herbe. Ketch, Awa. C'est-à-dire c'était la prairie des chèvres. Au lendemain de la conquête d'Alger, elle est devenue une église. Elle a été reprise aussi par l'Algérie. Et Moufdi Zakaria, dans son poème, il disait à Monseigneur Lavigerie que toutes vos tentatives de retourner le peuple algérien de sa religion se sont avérées nulles. D'accord. Pour continuer, Jama' al-Kbir, et on clôt le chapitre des mosquées qui vous parle, c'est des lieux... Jama' al-Kbir, il y avait un minaret du XIe siècle, Jama' al-Kbir, qui est très très beau. Oui. Et il y avait aussi la mosquée des Houatin, la mosquée des pêcheurs. Elle est à quel niveau, la mosquée des Houatin? Celle qui est un peu plus bas, qui met la pêcherie. Oui, c'est vrai, je passe à côté, mais elle s'appelle la mosquée des Houatin. La mosquée des Houatin. Je pense que il y a beaucoup de mosaïques dans les couleurs et tout. Absolument. Donc chaque architecture d'une mosquée de la Kasbah est différente. Je veux dire, elle ne se ressemble pas. Chacune est particulière. Chacun est particulière dans ce mode d'agencement. Et ça dépend aussi de la période, Monsieur Louhal. Ce qui est dommage, c'est que nous avons perdu toutes les plaques commémoratives de ces mosquées. Alors pour continuer, la Kasbah, donc le Mahrousa, le Qasbah, la citadelle construite en 1516, il y a d'autres lieux qui vous parlent? Les fontaines, par exemple, dans votre livre, vous revenez sur un chapitre longuement sur les fontaines. Nous devons beaucoup. Nous devons beaucoup à ceux qui sont venus de l'Andalousie. Oui. À ceux qui sont venus de l'Andalousie. Ils ont ramené dans leur bagage le savoir-faire. La plupart, c'était des sourciers. C'est des hydrauliciens. C'est grâce à eux que la Kasbah, aujourd'hui, elle a tout cet assortiment de fontaines. Les fontaines, il y avait à peu près 1000, on parle, selon certains historiens. Il serait prétentieux de les compter ou de les nommer. Il y avait Ain Bir Djebah, Ain Mzouqa, Ain Mzouqa. Il y avait Ain al-Mahchacha, à Sostara. Il y en avait. Des fontaines, il y en avait. Il y en avait. Votre fontaine préférée à vous, monsieur Nourdine Louhal? Bien sûr, la plus célèbre. La plus célèbre. Voilà. Il y a encore de l'eau qui coule dans la Il fontaine? y a encore de l'eau qui coule. Eh bien, alhamdoulilah, ça va, ça se passe bien. C'est vrai qu'ils ont changé le robinet à poussoir. Oui. Le robinet à poussoir de l'époque. Aujourd'hui, il y a un robinet quelconque, mais elle a le mérite... d'avoir de l'eau qui coule encore. Et bien voilà, c'est une fontaine. Voilà.
Un lieu, un auteur. Un lieu, un auteur, votre émission du dimanche soir sur Alger Chaîne 3. Un lieu, un auteur. Merci de nous retrouver, chers auditeurs, pour passer un moment agréable en cette soirée du dimanche 22 septembre 2013. Nous sommes en compagnie de M. Nordine Louhel, journaliste écrivain. Je rappelle qu'il est né dans la Haute-Kasbah, il est diplômé des métiers de bâtiment. Il a exercé en qualité de chargé d'études dans une entreprise publique du secteur de l'hydraulique. Il a collaboré dans la presse en écrivant des articles sur Alger sous le pseudonyme de Nazim Djebah. Ça explique son lieu de naissance. Et vous me disiez que ça a changé depuis quelque temps ? Vous ne signez plus avec votre pseudo ? Non, je signe Louhel Nordine. Pourquoi ? Expliquez ce changement. Pourquoi vous l'avez fait au début et pourquoi vous avez changé ? Parce qu'à l'époque, je me devais de trouver un pseudonyme qui va à la Kasbah. Alors je me suis dit, Louhel Nordine, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Mais si je mets Bir Djebahi, peut-être que ça va interpeller les lecteurs et ça va surtout interpeller les pouvoirs publics. Parce que moi, j'ai écrit surtout sur l'état désastreux de la Kasbah. Mais voilà. C'est des chroniques algéroises, c'est des chroniques personnelles. Vous parlez beaucoup de votre vie dans la Kasbah, de votre petite enfance et tout ça. Et je rappelle également que vous êtes auteur d'un autre ouvrage sauvant nos salles de cinéma. Dans Chroniques algéroises, paru aux éditions ANEP, vous revenez également, parce qu'il y a plusieurs chapitres, vous revenez sur les saints de la Kasbah. C'est des lieux importants pour les Algérois. C'est des lieux très importants. À commencer par Sidi Abderrahmane, le saint patron d'Alger. On a commencé d'abord par la maison de Bachir Hadjali, Sidi Chaïb. Par la suite, la mosquée Sidi Mohamed Cherif est devenue un lieu de visite, un lieu de recueillement. Un lieu de recueillement parce que là-bas, il y a le mausolée de Sidi Mohamed Cherif. Et il y a aussi à Bir Djebah, comme je le disais tout à l'heure, il y a Sidi Ammar aussi. Il y a la Zawiya de Sidi Ammar. La Kasbah, c'est un ensemble de zawiya. La Kasbah, c'est un ensemble de zawiya, de saints et de mausolées. Mais il y a des saints Le plus populaire, c'était Abdelrahman al-Ta'adibi, dans lequel repose Ahmed Bey de Constantine. Donc, Qubbat Sidi Abdelrahman, qui a été construite en 1696. Voilà. Mais ça reste un emplacement important quand même jusqu'à présent pour les Algérois. Malgré qu'il a été défait de son jardin, Bhirat Marengo, l'actuel jardin de Prague, c'est des Abdelrahman. C'est une partie qu'on a pris. C'est une partie qu'on a pris de son jardin. Aujourd'hui, Sidi Abdelrahman ne désemplit pas. Vous allez à n'importe quelle heure de la journée, il y a un nombre incroyable de visiteurs, notamment les femmes qui partent à la recherche, offrandes et tout ça, qui partent à la recherche de la joie nuptiale. Ils font des offrandes, ils allument des bougies, ils font des vœux. Quand je dis il y a même des hommes qui Tout à fait, je suis d'accord avec vous, j'en ai rencontré. Ce n'est pas seulement l'apanage unique de la gente féminine, parce qu'à côté de la gente féminine qui y croit dur comme fer, que c'est là qu'on se marie, que c'est là que leurs vœux s'exaucent. Il y a aussi les hommes qui vont aller. Il y a aussi le saint Sidi Ben Ali. Il y a aussi le saint Sidi Ben Ali. C'est le cimetière des deux princesses. C'est le cimetière des deux princesses qui aujourd'hui... Il se trouve à quel niveau exactement ? Il se trouve à la basse Kasbah. Il se trouve à la basse Kasbah. Ce qu'il y a de bien, c'est les Kasbadji qui ont mis à l'écart tout ce qui rappelle le cimetière des deux princesses, pour que ça soit pas protégé, voilà, ils ont protégé tout ça. Et ça, c'est tout à leur honneur. Parce qu'à la Kasbah, vous savez, les gens disent qu'il ne faut pas y aller. Il y a des bondés de grands chemins. Vous risquez que l'on vous chaparde votre appareil photo. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, quand vous venez à la Kasbah et que les gens remarquent en vous une approche généreuse,
C'est-à-dire que vous êtes venu pour immortaliser des endroits, pour en parler dans une revue ou dans un journal, ou bien vous avez ramené votre caméra pour en faire un film et ils vous reçoivent, ils vous ouvrent leurs portes, ils vous font monter sur leur terrasse. Ils sont accueillants. Mais du moment qu'ils voient que votre démarche, elle est généreuse. Et vous, le quartier que vous appréciez le plus? Moi, le quartier que j'apprécie... Mis à part, on a compris, un Berdjibah où vous êtes né, mais... Moi, le quartier que j'apprécie le plus, c'est la rue Amr el-Kama. Même si ces quartiers ne sont plus... Qu'est-ce qu'on y trouve dans le temps. À l'époque, Amr el-Kama, c'était l'Eldorado de la bonne chère. Là-bas, on y mangeait bien là-bas, parce que là-bas, il y avait toute une enfilade de tabakhin. D'accord, c'est un peu comme on dit, un peu la rue Tanger. Voilà. On trouvait des petits restaurateurs. Il y avait une enfilade de tabakhin qui faisait la joie des fins gourmets. Et c'était aussi un quartier d'affaires. Il y avait le fameux hôtel d'Orient avec sa fontaine au milieu du hall. Et j'aime aussi le quartier de la Marine. Le quartier de la Marine, c'est vrai qu'il a... Parce que là-bas, on y respire les odeurs du vieil Alger. Tout à fait. Et si vous permettez, je vais revenir à la fontaine. Oui. Il n'est plus question de parler des fontaines publiques, des fontaines publiques qui servaient surtout à alimenter les habitants en eau. Je veux parler des fontaines que l'on trouvait dans les Oustadar, dans les cours centrales des douirat des maisons. C'était construit pour enjoliver les lieux, pour apporter un air de fraîcheur. Mais le clapotis de la fontaine, il avait un autre sens. Il servait à veiller sur la discrétion des voisins. On n'entendait pas ce qui se disait chez Badia Haddad, ni chez Louha Nordin, grâce au clapotis de la fontaine. D'accord, c'était pour cacher Et ça, c'est M. Ben Medr Mohamed qui me l'a appris. D'accord, oui, ça s'explique, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question, quand on vit Fidar Kbira ou Sdar, et puis il y avait plusieurs familles, comment peut-on respecter, je veux dire, l'intimité de chacun, je veux dire, si vous aviez envie de... C'était grâce à ces fontaines. Mais en tout cas, selon Le Corbusier, c'est un chef-d'œuvre d'architecture et d'urbanisme, la Casbah. Et chaque lieu est unique et chaque lieu répond et vous fascine. Mais il y a les cinéastes qui se sont très tôt intéressés à la citadelle. Certains. Donc, dès le début du 7e art, dans les rues de la Médina, on a vu des grands réalisateurs filmer des lieux mythiques de la Casbah et même les intégrer dans... Même chez Pépé le Moko. Pépé le Moko n'a jamais mis les pieds à la Casbah, mais en tout cas, il a immortalisé cette cité. Il s'est servi du cadre-là, avec Jean Gabin. Avec Jean Gabin, bien sûr. Il y a aussi, bien sûr, le grand film mythique Bataille d'Alger. La bataille d'Alger de Giulio Pontecorvo. C'était en 65. Et Momo aussi. Momo, c'est dans Tahia Yadidou. Tahia Yadidou qui était à l'origine un spot publicitaire. Un spot publicitaire pour booster le tourisme de Hanaf, la capitale. Et la prestation de Momo Layahmo, elle était tellement belle que Mohamed Zinat en avait fait un film. Un grand monsieur, ce Momo. Donc on est revenu sur les chroniques algéroises, mais dans votre livre, vous racontez d'abord votre histoire à vous. Finalement, c'est intimement lié, ces chroniques algéroises, parce que vous dites vers la fin, c'est comme un SOS que vous lancez sur ce lieu que vous avez adoré, mais un petit mot quand même sur les cafés de la Casbah. Oui, les cafés de la Casbah, Monsieur Louhel, ils sont nombreux, on ne peut pas les connaître tous, mais chacun, je veux dire, dans votre livre, ils ont une histoire particulière. Le plus ancien et le plus connu de nos jours, c'est Qahwat Bouzouren, à Bab Jdid. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je tiens à lui dire qu'il a la photo de son établissement dans mon livre. D'accord. Il faut aller lui montrer, monsieur, non? Il y a aussi Qahwat al-Arish. Il y a aussi Qahwat al-Fnardjia. Qahwat al-Fnardjia. Et l'on parle d'ailleurs Mahieddine Bachtalji dans ses mémoires. Lui qui était un enfant de Fnardji. Et de nos jours, quel café il reste? Le jour où j'ai entendu la démolition de Qahwat el-Bahja, j'ai failli tomber à la renverse. C'est devenu un magasin de prêt-à-porter. Quand je suis rentré, j'ai posé une seule question. Je leur ai dit où est passé le comptoir. Personne n'a pu me répondre.
Qahwat al-Bahja avait un comptoir conçu en mosaïque. C'est dommage. L'artisan qui a fait ça, il a dû effectuer un travail de fourmi. Bah oui, j'imagine tout un comptoir avec. Oui. Maintenant, le seul café qui reste, je pense que c'est le café Malakoff. Alors Malakoff, où c'était quand même c'est un lieu des mélomanes. Alors franchement, c'est le lieu du Cha'bi. C'est le lieu où tous les amoureux de l'Anqa, Gelwabi se retrouvaient là-bas. C'était une galerie d'art à l'époque. À l'époque, c'était une galerie d'art avant qu'elle ne devienne le lieu de rencontre de tous les artistes les et instrumentistes, mélomanes. D'ailleurs, on trouve des artistes dans votre photo, des petites rouettaras, des guitares, des disques accrochés. C'est un musée de nos chers disparus. Qahwat Malakoff, c'est le musée de nos chers disparus. Si vous voulez, par exemple, revoir la pléiade d'artistes qui a bercé notre adolescence, notre jeunesse, vous allez à Qahwat Malakoff, là, vous avez les portraits de tous nos chers disparus. Et vous notamment Hadj Mohamed Al-Anqa, Al-Anqis, Amr Al-Ashab et tout. Et vous y alliez dans ce café, Monsieur Lohal? C'est un lieu que vous fréquentiez en tant que... De temps en temps, je passe parce que en face du café Malakoff, il y a une fontaine qui a été murée. Et c'est dommage. Ouais. Et le petit cafetier, il se trouvait aussi Qhéoudi. Alors elle se trouve où? Qhéoudi, c'est le frère de Hadj Marizaq, Allah yarhamou. Qhéoudi. Et Qhéoudi était un ami à mon oncle Mouhtayeb, qui était aussi un interprète de Cha'bi. Hadj Ali Mouhtayeb, qui est l'enfant de Kiltouma, qui est mon oncle maternel. Voilà, Qhéoudi, c'est à ses côtés. Et là, les Cheikh Qhéoudi chantaient. Parce qu'en même temps qu'il chantait, il enseignait aussi le Coran à l'école de Cheikh Tahar. Mais ça veut dire on faisait des petites après-midi comme ça avec des petits chanteurs dans les cafés à l'époque. Il y avait toujours des après-midi de Cha'bi dans tous les cafés. Donc comme ça, ils improvisaient une qa'da et ils se retrouvaient. La qa'da était improvisée d'elle-même, d'une façon désintéressée. Le chanteur avec son instrumentiste, il venait, il prenait place avec la permission du patron et c'est parti pour un après-midi. Et en plus, je veux dire, on est entouré, convivial. C'est génial. Et pendant ce temps, je le dis, les hommes, ils avaient leur vie, mais les femmes aussi avaient leur vie. Sur les terrasses, Monsieur Lohal. Je le dis dans mon livre. Oui. Non seulement, c'est vrai qu'elles avaient leur royaume qui était la terrasse, mais encore à la Casbah, c'était tout le temps le 8 mars. Ah bon? Ah oui. C'est bien ça. À la Casbah, c'était tout le temps le 8 mars. C'est-à-dire? Et dans chaque douila, il régnait une ambiance de ruche. Il y avait toujours affaire entre les femmes. Et la journée, c'était pour les femmes. Les hommes ne venaient jamais occuper le lieu des femmes. La terrasse, par exemple, elle était interdite aux hommes. Bah oui, c'était leur lieu à elles. C'était leur lieu. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'il rentrait, c'était pour se restaurer et dormir jusqu'au matin. Mais c'est là. Mais sinon, la douira, c'était pour la jeune féminine. Et c'était la couture, c'était la broderie. Et on s'occupait de la fille qui devait se marier. Tout le monde mettait le cœur à l'ouvrage. Oui. Et comment peut-on expliquer que, je veux dire, on respectait cet espace des femmes en haut à la terrasse et les hommes, je veux dire, les laissaient, elles avaient le droit. C'était vraiment, personne n'y allait. Il n'y avait personne de vis-à-vis. Je veux dire, elles se retrouvaient. C'était un peu comme leur café, leur lieu de... C'était leur lieu de rencontre, le carrefour des femmes. C'était au bonheur des femmes, voilà. C'est dingue, pour paraphraser Émile Zola. Émile Zola. Alors, pour celui qui prend le soin d'écouter les murmures de l'antique Médina d'Alger, les dédales de Zenqat, Ruel et les sablettes, galeries de pierre de la Casbah résonnent encore des cris de kilomètres. Pour qui s'en souvient, Kilomètre est une célébrité chez les gens de ma génération et de mes aînés. Kilomètre, quand il passait, il y avait derrière lui une nuée de gosses qui lui couraient après parce qu'il vendait de la caramel. Il vendait de la caramel qu'il tirait de ses mains. Alors autant la caramel, elle s'y tirait comme des kilomètres. Alors lui, il criait kilomètres et il servait ses gosses. Il y en avait pour tout le monde. Il y avait pour tous les petits yaouledda, pour ceux qui avaient de l'argent, pour celui qui n'en avait pas.
Et comment on l'appelait cette sucrerie, monsieur Louhal? C'était du caramel. Du caramel. Elle n'avait pas de nom. C'était du caramel. Elle était pareille au dentifrice, c'est-à-dire du rouge, du vert, du blanc. De la belle caramel. De la belle caramel, et ça marque les kilomètres. Quand il venait, je viens manger les kilomètres de caramel. Et à l'heure où nous discutons, je suis sûr que ces enfants sont à l'écoute. Oui. Il y a une autre personnalité que j'ai tirée de l'oubli, parce qu'il produisait des oublis. Oui, les fameux biscuits. Voilà, les fameux biscuits. C'était Ahmed qui avait aussi son échoppe à Bir Djebah. Il produisait des biscuits que tout le monde s'arrachait, notamment à l'heure de la pause café de 16h. Qui est obligé d'être accompagné d'un gâteau. Alors, soit il y avait les oublis, soit il y avait le khfaf t'a Toulsi. Oui, c'est vrai. Soit il y avait le khfaf fait maison. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé le khfaf. Vous m'avez fait rappeler ça, monsieur Nourdine Louhal. Et restons dans l'art culinaire. Oui. Restons dans l'art culinaire pour dire qu'aujourd'hui, la Kasbah a perdu un quartier et c'est dommage. C'est le fameux îlot de Houane Tsi Abdallah. Oui. Houane Tsi Abdallah, pour qui s'en souvient, c'était... Est-ce que c'était là où on allait acheter les effets de la mariée? Non, c'était chez Ben Kanoun. Voilà, chez Ben Kanoun. C'était un lieu de référence, monsieur Louhal, à la Kasbah. Mais Houane Tsi Abdallah, c'était le lieu où les gens allaient acheter des abats, de la viande. Il n'y avait que des boucheries. Il y avait une enfilade incroyable de Est-ce que ça s'appelle la rue Boutin? Non, pas la rue Boutin, c'est Houane Tsi Abdallah. Alors, ça veut dire pour un peu situer le lieu exact. C'était en contrebas de Bir Djebah, pas loin. Alors on achetait la toison du mouton. Oui. Il y avait le bouzelouf. Le bouzelouf, il y en avait à en veux-tu en voilà. Il n'y a aucun souci. C'est Louhal. Exactement. Il y avait des abats, de la viande. Donc tous les Kasbadis se rencontraient là-bas. Pour aller acheter, ils avaient donc chacun sa boucherie. Voilà. Mais avant de finir la première heure de Un lieu, un auteur, monsieur Nourdine Louhal, je rappelle que vous êtes journaliste écrivain. Le dernier chapitre, vous le consacrez à la Kasbah, l'univers de certains hommes qu'on ne connaît pas, peut-être nous, quand on ne connaît pas très bien le quartier. C'est l'homme à la serviette et Simouh Lablouz. C'est qui cet homme? Simouh Lablouz, c'est mon père, là, yarhamou. J'ai beaucoup de chance. Je suis l'enfant d'un ouvrier de la maison Hachette. Mon père, il a fait de moi l'écrivain que je suis aujourd'hui. C'est à la force de la lecture que j'ai connu l'écriture. Donc, Simouh Lablouz. Pourquoi la blouse? Parce c'est une cache-poussière. C'est une cache-poussière parce qu'il travaillait dans les livres, mon père. Donc, le soir, quand il venait, il me ramenait une foule de livres. Donc, j'ai grandi avec les Black le Rock, les Kiwis, les Hakim, les Agor et tout ce qui s'ensuit. L'homme à la serviette, c'est mon oncle maternel, Omar. L'homme à la serviette, donc. C'est Hadj Ali Omar qui a été porté disparu lors de la fameuse grève des 8 jours. D'accord. Il travaillait comme agent d'assurance l'homme à la serviette. Et dans cette serviette, il transportait les tracts du FLN. D'accord. Boualem? Boualem Hadak Hdaïdi, moi je ne l'ai pas connu, des gens m'ont parlé de lui. Boualem d'Acier, on l'appelait. Sa fille, elle m'a écrit. Oui. Non, sa petite fille, elle m'a écrit de Paris. Oui. Elle m'a écrit de Paris pour me féliciter d'avoir tiré son grand-père du néant. Boualem Hdaïdi, c'était un monsieur qui faisait de l'haltérophilie. Oui. Le culturisme. Parce qu'à l'époque, il y avait la culture du beau corps. Oui, c'est vrai. Voilà. On voit comme ça des photos, des anciennes photos, on les voyait comme ça très musclés. C'était l'univers des sobriquets. Parce qu'à l'époque, tout un chacun était désigné sous un sobriquet qui lui collait à la peau jusqu'à sa mort. J'imagine, mais juste, ça serait ma dernière question parce qu'il y a le flash de 22h. La Kasbah, c'était donc un code de conduite. Oui. Mais est-ce que le Tchangay avec le na'na'a derrière l'oreille... Elle avait une autre signification. Oui, on l'avait eu cette signification, et le lera ou la spotira. Est-ce que c'est vraiment un code de tenue exigé pour un enfant de la Kasbah? Mais oui. D'autant plus que la na'na'a ne la portait pas qui veut. Elle avait cette signification. Voilà. Donc, la Kasbah, c'est un code de conduite. Le bleu Tchangay, c'était quelque chose de propre.
C'était quelque chose de propre et qui allait dans toutes les circonstances. Et la goumina sur les cheveux. Et la goumina à la coupe d'Amché, du célèbre boxeur américain. D'accord. Voilà, chronique algéroise, La Casbah, paru aux éditions ANEP de notre auteur invité, Nordine Louhel, qui est né dans la Haute-Casbah et qui nous a raconté ses chroniques algéroises. J'espère que vous avez passé un agréable moment en écoutant Elle eut un auteur. On se retrouve juste après.